qu'un rôle d'objet qui est traité pour la sensualité qui l'éveille, tandis que là, c'est pas tout à fait pareil. Dans l'autre, je remarquais, par exemple, dans le jardin, s'il y a quelque chose qui effectivement saute aux yeux, et qui saute aux yeux encore plus, c'est la femme qui torche le bébé, tout à fait à l'extrême droite, parce que c'est le cycle, on pourrait dire, de la gustation qui est présentée ainsi, où le roi boit, mais il y a également le caca qui sort par derrière et que l'on essuie. Il dégueule. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il dégueule, il vomit. Ah oui, on ne le voit pas très bien, c'est qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un chien. Non, il dégueule. Il vomit. Oui, il vomit. Il inverse le cycle. Qui c'est qui était là? Je n'ai pas vu, on ne voit pas très bien l'image. Parce qu'il y a trop de lumière. Tu as vu, tu vois qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Il renverse le plateau. Mais qu'est-ce que c'est là? C'est quoi? C'est un animal? Il y a un chien. C'est quoi? Un chien. C'est là, je veux dire. Je ne vois pas quelle est la représentation. C'est quoi? C'est un plateau qui c'est quoi? Il dégueule. Non, je veux dire, c'est un chien. Je pense qu'il y a un chien quelque part. Là, toi qui es très... c'est quelqu'un qui vomit, tu crois? Oui. Tu crois? Peut-être, oui, c'est ça. C'est ça, donc il y aurait l'ingestion par en haut et la défécation par derrière, ça aussi. D'autre part, ah oui, là ton analyse est mise en correspondance, ça commence, c'est ça, au niveau de Van Gogh. Maintenant, il paraît, d'après, comment s'appelle-t-il, d'après une analyse critique qui a été faite contre l'analyse Heidegger, et qui est insérée dans La vérité en peinture de Derrida, que ces souliers, je ne sais pas si c'est ceux-là ou d'autres, parce qu'il y a plusieurs souliers et représentations de souliers chez Van Gogh, mais peut-être que ce sont les mêmes souliers représentés, mais que ce n'est pas du tout des souliers de paysans, que cette idée que ce soit des souliers de paysans est une idée heideggerienne, et qu'en fait ce sont des souliers qui sont des souliers de marche, des souliers qui étaient les siens et qui n'étaient pas... Maintenant, Van Gogh, d'autre part, a bien peint des paysans, en particulier les mangeurs de pommes de terre, ou des fous, ou des tireurs de, je ne sais pas comment on dit, de pommes de terre. Je me demande s'ils avaient des souliers de cela ou des sabots, parce qu'il est rare qu'un paysan aille déterrer des pommes de terre avec des souliers. Donc les souliers. Mais enfin, de toute façon, là c'est une question qui mérite l'intérêt, qui mérite d'être posée, mais qui laisse intacte la confrontation entre que tu as faite entre cette insertion de l'objet peint par Van Gogh ou dans d'autres représentations que tu as montrées, dans un ensemble, dans un contexte qui le met en relation avec une activité, avec une sensualité, avec ce que l'on pourrait appeler un contexte corporel, sensuel, cosmique, et l'ensemble du monde, si on entend par cosmos l'ensemble du monde environnant, et d'autre part l'abstraction, le dépouillement de l'objet qui est devenu purement marchandise dans cette présentation d'Andy Warhol,
qui incontestablement est très significative et intentionnellement d'ailleurs significative de ce point de vue-là, puisque là il est certain que c'est intentionnellement que Andy Warhol a présenté les paires de chaussures, et peut-être d'ailleurs chez lui aussi dans une intention qui n'est pas tellement éloignée de celle qui est adoptée parfois par les peintres de nature morte de l'époque baroque lorsqu'ils y introduisent une tête de mort. Andy Warhol aussi a peint toute une série qui est une série de crânes. Donc il y a chez lui une ambiguïté, quelque chose qui est peut-être d'ailleurs une reprise à son compte de ce que peut être la vanité, puisque le crâne est introduit dans des peintures qui sont essentiellement des vanités. C'est la vanité de la peinture telle qu'elle est conçue à travers le crâne au XVIe siècle, et la vanité de la peinture également qui se retrouve au XXe dans cette présence simultanée. Elle n'est pas dans le même tableau, donc ça donne lieu à des séries. Il y a des séries de crânes qui sont séparées des séries de chaussures, donc c'est pas un même tableau qui présente pas l'un et l'autre, c'est absolument certain. Donc il y a des nuances, il y a des différences, mais il y a une tendance, je vois chez Warhol quelque chose qui est également une sorte de tendance et ce qu'on fera bien un affect de correspondant à cette vanité, à cette insertion de la vanité de la peinture qui, tout en étant liée à l'objet, tout en étant liée au monde, le représente malgré tout à travers sa négation. Parce que même dans... c'est un petit peu comme dans le langage et dans l'utilisation du mot ou de l'effet de la littérature relativement à la réalité. La peinture aussi contient cet élément qui, sans être peut-être central, est quand même très important dans l'art, qui est un élément de nier l'art. Tout en constituant une autre, il y a d'abord une négation première de la réalité telle qu'elle est. Elle n'est pas acceptée sous la forme sous laquelle elle se présente spontanément. Il y a toujours cet élément, à mon sens, que ça soit dans la représentation classique, que ça soit dans les utilisations et les déformations contemporaines, il y a toujours quelque chose qui fait de l'art, comme disait Sartre, que sur ce plan, on peut suivre peut-être une affirmation de néant, de non-être. Il y a quelque chose qui appartient dans ce cas-là à la négativité et non pas au domaine de la répétition simple. Il y a peut-être une répétition, mais elle est à travers ce qui laisse passer tous les affects, tous les éléments justement de cette sublimation de l'affection du plaisir qui se trouve, puisqu'on retrouve justement cette idée dans le désintérêt dont parle Kant lorsqu'il parle de l'affect artistique, de l'affect du goût, qui est un plaisir mais désintéressé. Alors c'est un peu cet élément du désintérêt qui se trouve un peu placé à travers, dans ta formule. Elle ouvre l'appétit, mais en même temps elle ne donne pas, elle ne correspond pas à l'appétit, elle ne correspond pas, le plaisir que nous avons de voir une nature morte n'est pas quelque chose qui est sur le même plan.
il y a cet élément justement de désintérêt ou que l'on peut appeler aussi de négativité qui se trouve, à mon sens, dans le passage du plaisir en tant qu'affection et d'autre part de ce qu'on peut appeler l'affect esthétique proprement dit, qui n'est plus une affection dans laquelle l'affection s'abolit. Deleuze, lorsqu'il parle de l'affect artistique, bien qu'il n'aime pas la négativité, à mon avis, il l'introduit dans la différence qu'il fait entre la sensibilité, entre la sensation telle qu'elle se trouve dans le contact avec un objet ou une chose de réelle, de la réalité, de la consommation, par exemple, du mets, de la nourriture, et d'autre part, l'effet ou affect qui est suscité par le tableau, où l'on pourrait dire qu'une fois qu'on a mangé, par exemple, un aliment, on est satisfait, la nourriture est satisfaite, la sensation du goût, mais on ne se satisfait jamais par une consommation de tableau représentant, par exemple un bœuf de soutine, écorcé de soutine ou de tel autre, ou de Rembrandt ou de tel autre peintre. Donc c'est là où l'on verrait la différence dans les affects. Et bon, mais je laisse la parole pour ne pas empiéter. C'était pour mettre les différents points, relever quelques points sur lesquels on pourrait axer peut-être la discussion de ton exposé, qui est très riche, très bien construite, exprimée d'une façon tout à fait claire, tout à fait limpide, et qui justement éveille certainement des questions. Alors je voudrais vous laisser la parole tout de suite, et merci. Moi, je dis tout de suite, là, parce que moi aussi, tu as fait remarquer que tu t'es interrogé devant le propos tenu quant au tableau de Van Gogh, de Andy Warhol et le tas de chaussures, enfin les chaussures, parce que c'est pas un tas, c'est pas un tas, donc lui il est allé chercher Auschwitz. Là, moi aussi je suis très surpris. Ouais. Parce que je vous pose une question là, en me disant, première question, est-ce que Warhol a laissé quelques mots sur ses intentions sur le tableau? Deuxième question, est-ce qu'il est en train de discuter avec Armand, l'accumulation? Parce que je sais qu'il y a des tableaux, il y a des accumulations d'Armand, ce sont des on appelle ça des tubes de peinture. Avec les couleurs. Il a fait plusieurs objets. Voilà, plusieurs objets, mais... des violons cassés. Voilà, oui, non, mais je sais parce que j'ai vu des expositions à Armand. Mais je sais que les tableaux nous sont restés, enfin des tableaux, ce sont des sculptures, puisqu'il est sculpteur, oui. Ce sont des couleurs, quoi, hein, des tubes de peinture. Et je regarde ce tableau de Warhol le plus tiens, on est dans la même histoire. On est peut-être dans une histoire de... On se marche les pieds les uns sur les autres. Des tas de trucs comme ça, mais où il est allé chercher Auschwitz, quoi. D'autant que ça a été fait d'une certaine manière avec Claude Lévesque, les installations de... C'est Claude Lévesque, non Ça, après, je sais pas. Je vais dire de bêtises, celui qui accumule justement des traces de mémoire à partir de vêtements, de photos, et qui évoque, je crois qu'il a même fait directement sur la Shoah, qui évoque tout un monde de disparition et de destruction. Et on a au moins, je suppose, un tas de chaussures, en tout cas, on a des tas de vêtements. Oui, mais ça évoque un monde, ça évoque un monde perdu. Donc Jameson dit le contraire, c'est ça qui... Voilà. Ouais. Et alors, dernière chose, c'est la première fois que je m'en pose la question. La chaussure d'Auschwitz, quand c'est installé, c'est-à-dire quand on évoque Claude Lévesque, il évoque le monde perdu d'Auschwitz, donc il reproduit quand même, et il prend des photos réelles d'enfants, enfin, il y a quand même une ambiguïté fondamentale, et donc il a créé quand même une sorte de transformation un peu rudimètre où
bon, parce que c'est pas vraiment les objets originaux, donc une duplication et une reproduction donc fictive d'un univers quand même de disparu dont il reste le linge. Ça c'est une esthétique de Claude Lévesque, ça a été fait. Ça a été fait. Mais bon, est-ce que c'est ça qui est dénoncé par Jameson? Peut-être pas. Et je sais pas, je ne connais pas le travail du gars que tu parles. Je suis juste quand j'ai lu le. C'est vrai que c'est un passage brutal. Le carré, là, quand j'ai vu ça, et puis tiens, ensuite, j'avais vu le tableau avant, puis il n'y a rien d'ensuite. Il y a juste les chaussures, il y a juste. Et, alors, voilà. Et après, quand il y a la boîte de conserve, et je me suis posé la question, parce que tout de suite, on parle dans la démonstration de la société de consommation. Peut-être. Mais si tout simplement c'était tout bêtement la nature morte actuelle. Tout bêtement. Parce que c'est vrai, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi? Parce que souvent, comme je ne lis pas moi, toutes les théories, je vous l'ai déjà dit, je ne lis pas toutes les théories de peinture, mais pourquoi il y a tout ce courant, toute cette espèce de passage obligé dans la peinture de faire des natures mortes? Quelle est sa généalogie, cette histoire-là? Parce que j'ai même été surpris, moi, quand à un moment donné, j'ai appris que ça s'appelait des natures mortes. J'ai jamais pensé qu'une pomme, que je vois une pomme dessinée, c'est quelque chose de mort. C'est l'expression française. Et tu as bien marqué le contraste avec l'expression anglaise et allemande. Et hollandaise surtout. J'ai bien entendu, mais bon, j'ai appris à dire traduction française d'ailleurs. De l'expression hollandaise, c'est le hollandais qu'on nommait. Peut-être parler pas tous en même temps. J'ai appris à dire nature morte comme tout le monde, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un travail d'école qui est devenu une part de l'art. Sa généalogie, c'est un peu comme ça. C'est un genre pictural, évidemment, tu ne vas pas poser la question directement, ça serait un peu le sens de mon intervention par rapport à l'exposé, qui globalise la culture. Mais effectivement, quid du genre pictural que serait la nature morte, qui explique en partie, je crois, le nom français, dans la mesure où c'est une introduction plus tardive, c'est une création flamande comme genre, bien que les Romains, dans leur mosaïque, l'aient fait, ça remonte au moins à l'Antiquité. Ça semble s'imposer, évidemment, dans un art de la peinture occidentale, où au fond, on a le choix entre des êtres vivants, donc un homme dans une situation plus ou moins héroïque, donc en groupe, un portrait isolé, plus ou moins magnifié, et puis un objet simple. Si on raisonne en rétinien ou en peintre, donc il y a un genre pictural qui reste simplement l'objet, d'où la pomme de Cézanne, qui est effectivement une nature morte par excellence, mais qui ne symbolise plus grand-chose. Il y a une pauvreté du sujet qui est valorisée par les peintres impressionnistes, parce que c'est la pauvreté du sujet pour la richesse de la peinture en réalité. Donc nature morte parce que ça donne pas à commentaire plus que ça, c'est en dehors peut-être de l'allégorie. Évidemment il y a Chardin, effectivement il y a une sorte de sécularisation symbolique peut-être qu'on pourrait évoquer, que le pop art peut-être remet en question, ainsi que les installations contemporaines, mais la généalogie du genre pictural n'est pas la généalogie du genre artistique que tu as indiqué, ou même de la figure culturelle. Et ce que j'ai redécouvert d'ailleurs grâce à l'exposition Velázquez, c'est le fameux aussi bodegón, c'est-à-dire qu'en espagnol, le bodegón, bodegón, ça signifie encore quelque chose de plus large, mais qui inclut l'hospitalité, puisque c'est une sorte de gargote au départ, ou une auberge, une cave à vin, quelque chose comme ça. Et puis du coup, on a des représentations des coulisses, de la cuisine. On a parfois une image un peu désacralisée, on ne sait pas très bien en un second temps. Donc on a des tableaux de Velázquez qui montrent ça très bien, de jeunesse, où on a la servante avec des objets, un éclairage assez fort, un peu caravagesque. Et puis du coup, alors est-ce que c'est une naturalisation du sujet, peut-être anachronique de le penser comme ça? Certains l'interprètent encore dans un sens d'édification par rapport à l'aristocratie, où en fin de compte on a un monde de picaros, on a un monde modeste auquel il faut penser, tout grand seigneur qu'on peut être, mais néanmoins ça a frappé les esprits jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux impressionnistes, cette naturalisation d'une scène où on montre des gens simples et où la symbolique du grand sujet est derrière, et la nature morte du coup est au premier plan. On a une nature morte au premier plan, on a une figure, et tout ça c'est une auberge. Alors, sachant que c'est l'auberge espagnole, ce qui m'avait intéressé, c'est l'auberge espagnole qui est aussi une métaphore du sens et de l'interprétation. Tout se passe comme si l'auberge espagnole, comme genre de la nature morte pour un Velázquez, c'est comme pour les Ménines, c'est-à-dire un décrochage entre l'interprétation et la peinture pure, puisqu'on ne sait plus avoir chez Velázquez la peinture pure. Et le bodegón, peut-être repensé par Velázquez, ce serait peut-être cette déhiscence entre les succombelles, qui est purement conceptuelle pour Duchamp. Il avait introduit ça, Duchamp, il avait dit, mais succombelles, pour les aligner comme ça, il ne faut pas s'intéresser, il ne faut pas être rétinien, il avait dit, il faut s'intéresser au concept d'une série, d'un objet, etc. Et du coup, évidemment, il y a eu des ruptures. La rupture Cézanne, c'est ça, c'est une pomme qui plaisait absolument pas à Breton.
qui lui est un grand symboliste devant l'éternel, breton. Donc pour eux, qu'est-ce qu'on fait avec une pomme? Et on voit la différence entre une pomme de Cézanne, qui est une construction de la forme, où il invente en fin de compte un espace précubiste ou transcubiste, tout ça. Et puis la pomme de Magritte, on a une pomme sur un visage, qui est une pomme, tout ce qu'il y a de plus pomme, qui est devant une figure, mais qui crée un sens, une allégorie, mais qui ne crée pas de forme au sens de Cézanne, il ne renouvelle pas la perception. Par contre, il crée une image supplémentaire à partir d'un objet, évidemment, qui plaisait à Breton, qui est éminemment surréaliste. Donc on voit très bien, dans la nature morte même, on pourrait le voir ailleurs, à mon avis, ce que j'introduis péniblement, mais qui existe quand même dans l'histoire de l'art, c'est une peinture littéraire, une peinture pure, une peinture d'image. Et du coup, le genre modeste que serait la nature morte, c'est une libération. En tout cas, pour la peinture française, ça a été une libération totale, c'était Chardin. Chardin est le grand peintre de l'époque avec un genre mineur. Diderot l'avait un peu noté, enfin Diderot il a eu la chance de rencontrer Chardin, parce qu'il avait aussi écrit beaucoup sur des peintres que tout le monde a oubliés depuis. Donc il y a eu cette révolution de la peinture en France, notamment au XVIIIe siècle, avec des natures mortes comme Chardin, qui donnent à manger, évidemment. On connaît les brioches, on connaît la raie de Chardin, on connaît tout cela, mais on voit qu'il y a une hyperpicturalité qui suit en même temps, et c'est toute la question, évidemment, dans une peinture réaliste. On a aussi les galettes de Monet qui ressurgissent. Mais avec Cézanne, l'appétit commence à se perdre, parce que la plantation est quand même là, vraiment loin. Si je te comprends bien, le surgissement de la nature morte, c'est en réaction contre l'obligation de faire des scènes et compagnie. Non, mais le genre est monté en puissance. Il est devenu un genre presque, pas tout à fait majeur, mais enfin, qui était considéré, même si Chardin avait une position marginale par rapport à l'Académie, mais avec le recul, au XIXe siècle, on a considéré que c'était le grand art. Et Diderot a quand même voulu se faire expliquer d'ailleurs ce qu'était la peinture. C'est des rares références. Voulez vous y connaître en peinture? Ben, écoutez, faites-vous expliquer les termes du métier. Par Chardin, donc il s'est fait expliquer les termes du métier, mais à partir de quoi? De nature morte. Bon, il y a des œuvres symboliques chez Chardin. Il y a des choses avec le singe, avec quelques allégories. Mais enfin, on voit bien que c'est des natures mortes, compotiers, voilà, des soupières, des choses comme ça. Et donc c'est d'un seul coup une perception au moins des matériaux représentés, et puis on voit bien que la picturalité sointe autant que la représentation. C'est-à-dire, évidemment, la surface d'une cerise, d'une pêche, c'est aussi une peinture. Là, tout le monde a vu une jonction, quelque chose. En tout cas, ça a sauté aux yeux, tout le monde à cette époque-là. Ça a commencé à sauter aux yeux, mais chez Velázquez aussi, parce que le sujet était tellement fort qu'à la fin, la nature morte, bon, tout comme les colifichets, à la fin, il y a cette fameuse manière de peindre qui est d'autant plus forte qu'il semble neutre vis-à-vis de tout. Donc tout est nature morte avec lui d'une certaine manière. C'est ce qu'on avait dit. Il commence par les bodegones, et puis en fin de compte, tout le monde est mort. Tout le monde est à distance, en tout cas respectueuse, parce que la peinture, et parce qu'une certaine aristocratie qui lui est propre, mais à mon avis une aristocratie de peintre, on sait tout son combat pour se faire ennoblir, on sait la passion de Philippe IV pour la peinture, et donc il y a pour moi quand même quelque chose de cet ordre-là aussi dans cette histoire de la nature morte. Ça m'avait frappé en ce sens-là, mais il y a eu un retour à la nature morte comme réification, comme critique de la réification, donc Claude Lévesque, peut-être le Popard, mais qui était en dehors du genre révolutionnaire de la nature morte, qui en fin de compte a produit le cubisme quand même, c'est pas là, en partie, pas seulement, il y a des têtes, et a aussi inspiré Matisse, inspiré donc des révolutions picturales et perceptives extraordinaires au XXe siècle. Je voudrais revenir là sur, merci. C'est la généalogie. Les tableaux de Van Gogh, les chaussures, j'ai l'impression que ce qui est le plus important, c'est le sol sur lequel elles sont posées. Là. C'est le sol qui est cette espèce de bleu métal, métallisé. J'ai l'impression que c'est une flaque d'eau, je ne sais pas. Il y a un tissu peut-être, je ne vois pas très bien. Oui. Mais bon, c'est la question du motif aussi qu'on pourra aborder, parce que pour Van Gogh, c'était déjà un motif. Oui. Ah oui. Donc qu'est-ce que c'est qu'un motif en peinture lorsqu'il est vraiment placé sous le nez, peut-être du spectateur, mais surtout du peintre? Donc il peut se contenter de faire cela, mais une botte de foin, et parce que voilà, il va pouvoir peindre à partir de là, il ne va plus être embêté par une signification, par autre chose. Donc c'est aussi, l'intermorte arrive d'autant plus que le sujet et le sens reculent de plus en plus. À mon sens, c'est la modestie des sujets qui, pourtant, connaît un retournement de séduction, d'ailleurs, au XXe siècle, dans les sujets impressionnistes, puisque c'est une certaine France du XIXe siècle, rurale, voire de seconde résidence, si on se projette, avec nos critères du XXe siècle. Alors qu'à l'époque, c'était un monde tout à fait modeste, même si, semble-t-il, les Américains, qui ont peut-être apprécié au XIXe siècle, donc en premier les peintres impressionnistes, ils ont vu déjà les cartes postales de la France, avec un certain malentendu. Donc déjà, ils ont vu quelque chose de typique. Ils étaient peut-être moins rebutés par l'imagerie impressionniste,
dont les natures mortes font partie, mais les bottes de foin et le reste, que les Français ou les Européens à l'époque. Il y avait encore une culture aristocratique, il y avait donc une représentation magnifiée, allégorique, symbolique des sujets religieux, surtout dans le monde catholique, qui pouvait subsister, qui était encore très fort en Europe, dans les commandes au XIXe siècle. Je reviens à ce que tu avais dit et écrit. D'ailleurs, oui, j'avais été frappé du fait au début, tu insistes à très juste titre, sur le fait que l'expression de nature morte correspond dans la langue allemande à vie silencieuse, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc ce qu'il y a dans nature morte, c'est qu'on a l'impression que l'on insiste sur la mort, ce qui n'est effectivement, lorsque l'on donne une nature morte, ce sont des poissons qui sont morts, des lièvres, par exemple, il y a beaucoup de natures mortes qui représentent des gibiers. On ne peut pas dire que les fruits, qu'est-ce qu'ils sont morts, les fruits? Est-ce que l'on dit un fruit est-il mort, est-il vivant? Grand problème. Une pomme, à mon avis, est vivante. Un citron est vivant. Donc c'est une vie. Je préfère effectivement dire que ce sont des vies silencieuses plutôt que des natures mortes. Peut-être que cette idée de nature morte, je ne sais pas, je n'ai pas cherché, peut-être l'avez-vous fait. Quelle était l'origine? À quel moment commence-t-on? Est-ce que tu l'as cherché ou qu'est-ce que d'autres personnes s'en sont préoccupées? À quel moment a-t-on commencé à parler, à utiliser cette expression de nature morte? Moi, je le relie à cette présence du crâne et justement des vanités. Mais peut-être que ce n'est pas vrai, que ça a une autre origine, je ne sais pas. À ton sens. Ouais. Quand est-ce qu'on utilise nature morte? On cherche sur Internet. Oui, c'est ça. Oui. Chardin, par exemple. Est-ce qu'il met à son époque, est-ce qu'on met nature morte? Tu parles du singe de Chardin, mais le singe de Chardin n'est pas une nature morte. C'est une allégorie, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Le singe peintre. La nature morte, ce sont les pêches, par exemple, les vers, quand c'est des objets, on peut bien dire que des objets sont des natures, mais à ce moment-là, ce ne sont plus des vies. Ou alors, ils ont la vie que leur donne la peinture, ce qui est différent. Ce n'est plus dans le même sens exactement. Il y avait une décoration de nature morte aussi, qui s'est peut-être plus développée en France, qui est le résultat d'un art de la chasse. Donc on montrait des proies mais c'est pas abattues. décoratif. La nature morte n'est pas plus décorative particulièrement que elle peut être décorative, tu vois le musée de la chasse, mais elle n'est pas plus décorative. Le thème s'est imposé aussi dans une culture aristocratique, alors que le thème est apparemment apparu dans une culture protestante, flamande, bourgeoise, et en France, ça prend un autre sens. Puis il y a le biais quand même de l'art rococo, de l'art, comment s'appelle-t-il, Il a fait des fleurs. Des grotesques qu'on a redécouvert à la Renaissance, mais qui s'est répandu jusqu'au XVIIIe siècle, d'où les petits singes, les petits personnages. Alors c'est pas nature morte, c'est vrai, mais d'un seul coup, il y a une militarisation du sujet, une multiplication des petits objets qui faisaient décoration, dans les papiers peints d'ailleurs au XIXe siècle, mais aussi à la peinture, avec la redécouverte de la décoration de c'est la maison dorée comment s'appelle, de Néron, qu'on a redécouvert donc au XVIe siècle et qui a renouvelé complètement la décoration à cette époque-là. Alors, c'est une des généalogies possibles, hein. Parce que là, on a des objets, des petites figures, des petites scènes, quelque chose qui va tapisser les murs, qui va... Ce sont des chiens, des chats vivants, voilà, avec des gibiers morts. Voilà, tu as des animaux vivants, parce que du coup, on n'a plus de sujets héroïques, on a en plus des fantaisies, des caprices. Ça est apparu en même temps que les grotesques. À mon avis, le grotesque a une influence aussi dans la libération du sujet, mais... c'est compliqué, parce que la nature morte, si on résume picturalement la nature morte, parce que c'est aussi un genre de représentation picturale, enfin, les deux ne se séparaient pas dans l'histoire de la représentation et l'histoire de la peinture, ont partie liée à cette époque-là,
Or, les objets représentés pouvaient être aussi bien un livre, on en avait, et c'était compartimenté, mais il y avait toujours un endroit dans la peinture flamande notamment, au-dessus d'un saint, tu avais donc quelques objets, ou un savant ou un Erasme qui était représenté, un érudit dans la peinture italienne, donc tu avais toujours un morceau de bibliothèque, tu avais toujours un étalage d'objets, un encrier, mais c'est de plus en plus ostensible, enfin c'est de plus en plus visible. Et progressivement, on a un décentrement, on ne voit plus que ça. Donc on avait dans la marqueterie, par exemple, la marqueterie expose la nature morte très fortement. À la Renaissance, dès le 15e, 16e siècle, donc on va présenter des objets symboliques, des objets d'érudition, des objets... Alors, jusqu'à effectivement les vanités. Dès qu'on représente un objet, on a une nature morte. Si on peut donner cette définition-là, mais c'est risqué, c'est risqué. C'est ouvert comme débat. Tous les objets sont c'est ouvert. Et moi, à mon avis, et c'est en ce sens que je donnerai raison. Et l'animal est un objet, malheureusement. Yann, la nature morte n'utilise pas n'importe. On peut utiliser ce terme de nature morte peut-être pour n'importe quel objet, c'est certain. Mais à mon avis, ce sont des objets qui ont quand même rapport avec la vie. Si un rapport avec les fleurs, par exemple, encore que. Est-ce que l'on dit, je citais Bruegel de Velours, le peintre fleuriste du 16e ou 17e, qui a fait essentiellement des fleurs, des bouquets, et qui s'éloigne de la décoration, qui était effectivement une nature morte. Donc c'est les fleurs, c'est pas des fleurs qui sont utilisées, par exemple, dans la décoration des marges d'un manuscrit. La fleur quitte cette inscription qu'elle avait beaucoup dans les manuscrits du Moyen-Âge, d'avant l'imprimerie, et qu'elle occupait dans les frises, dans les bordures. Dans la nature morte, elle devient sujet. Elle n'est pas simplement élément décoratif. La nature morte existe à partir du moment où un objet mort ou non vivant, ou ayant une vie silencieuse, devient le sujet de la peinture. Parce que donc il quitte sa place décorative. Et sa relation, à mon sens, peut-être pas unique, mais très importante avec la nourriture. Lorsque Cézanne veut donner un exemple typique de ce qu'il recherche dans son entretien avec, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Émile Bernard, non c'est pas Émile Bernard, c'est... Émile Bernard. Émile Bernard, oui. Il cite dans La peau de chagrin, je crois que c'est dans La peau de chagrin, la description d'une table servie chez Balzac avec les couverts mis, le brillant des verres, les pyramides de petits pains. Et il dit quelque chose c'est ça, si on arrive à peindre cela, non, à peindre ces éléments, à rendre cette phrase de Balzac qui décrit justement la présence de ces éléments et leur ordre, on a réalisé ce qu'il désire faire dans la peinture ou dans la nature. Donc c'est bien. Ce qu'il donne, c'est même un ensemble, c'est même une table mise, c'est-à-dire avec les couverts, mais même je crois qu'il n'y a pas d'aliments dedans, à part les petits pains qui sont mis en pyramide. Donc, on peut, à la limite, la nature morte évoque la nourriture, mais peut-être qu'elle peut faire abstraction, à la limite, de l'objet à consommer. Ce qu'elle se propose, tout au moins chez Balzac, chez Cézanne, citant précisément un texte littéraire, donc le texte de Balzac, la peinture va rendre justement ce qui est exprimé dans cette disposition littéraire écrite
de la table dans la phrase de Balzac, donc des rapports, c'est-à-dire la nature morte est un élément de choix dans les disputes formelles de la peinture au XIXe siècle, je crois, jusqu'au XXe, au moment où le cubisme va être inventé chez Braque et Picasso surtout, ils vont utiliser des natures mortes, parce qu'elle permet justement d'atteindre ces rapports formels. Ça apporterait des arguments en faveur d'un pur formalisme pictural, donc ça irait à l'encontre peut-être de ce que je voulais dire au début, c'est-à-dire que c'est un rapport avec la nourriture ou en rapport avec la vie, mais je ne pense pas, parce qu'il y a là-dedans une connexion très subtile et qui fait que justement on est obligé d'utiliser ces éléments de façon à exprimer picturalement des rapports formels entre les objets. Donc il y a quelque chose qui n'est pas exactement du même ordre, mais qui crée une rencontre paradoxale, mais historiquement établie, entre des éléments qui sont les plus près de la vie, de la consommation, de la nourriture, et d'autre part les problèmes de formalisme. Encore une fois, c'est pas absolu, puisque ce qu'utiliseront les cubistes, c'est surtout des éléments comme par exemple les guitares. Ça a été utilisé, les éléments ou accordéons, ou guitares, ou choses de cet ordre, donc qui sont empruntés à un domaine qui n'est pas celui de la nourriture. La bouteille a un rapport à la nourriture, même si elle est à moitié vide, ou si elle est vide, elle a un rapport à la nourriture, c'est certain. Donc il y a toujours quelque chose qui tourne autour de la nourriture. Ça me donne une idée. Et également, tu as parlé beaucoup de Fourier, à juste titre d'ailleurs, mais on en reparlera avec l'exposé de Florent Perrier, qui a écrit un livre sur l'utopie et qui reparlera de ce problème de la relation entre art et bonheur, cette relation justement du plaisir esthétique et de l'activité artistique chez Fourier. C'est étudié chez Fourier ou défini à partir de son idée de composition, c'est-à-dire l'affect esthétique est relié à l'affection simple, mais avec une composition, ce qu'il appelle le charme composé, qui intervient un peu partout dans son œuvre, une passion simple et enrichie justement par ces procédés de la composition, qui ne signifie pas simplement, qui ne signifie pas exactement la composition artistique proprement dite, mais qui n'est pas non plus sans rapport, ne serait-ce que dans le mot lui-même, avec cette idée d'une composition artistique. Mais composer ne veut pas dire exactement cela, c'est-à-dire quelque chose qui ajoute, c'est ce qui ajoute des éléments nouveaux, des éléments multiples à ce qui serait une présentation simple de l'objet ou de la chose même, qui serait la chose objet d'un désir, dont elle est composée lorsqu'elle entre dans le domaine esthétique, donc elle ne disparaît pas. Et le plaisir, contrairement à Kant d'ailleurs, à mon avis, bien que Fourier n'ait jamais discuté de ce point de vue-là, puisqu'encore une fois, il n'est pas philosophe, il ne se place pas sur le plan de la philosophie, ni de la discussion logique formelle, donc on ne peut pas
ici lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais dans le sens, si l'on cherche le sens de ce qu'il veut dire, il veut dire que le plaisir proprement dit, dans son caractère simple, mettons celui du goût, dans le domaine de la cuisine ou de la consommation, se trouve complété, se trouve par cette composition qu'il subit dans l'art. Seulement, à ce moment-là, il est déplacé, le goût, la passion gustative, correspondant au sens du goût, se transpose par composition sur la vue. Dans la peinture, ou elle peut se transporter peut-être sur l'ouïe, sur les éléments sensibles, les composantes sensibles qui font la base même d'art comme la musique, comme la peinture, comme l'architecture. Bon, mais je laisse j'ai empiété sur ta réponse, excuse-moi. Non, c'est bien. Par rapport à ce que tu avais dit avec les pommes, est-ce que les pommes ne sont pas vraiment mortes? J'avais ajouté pour nous une autre page, page 5, où justement par rapport à Stirleben, où je lui ai dit, voilà, Stirleben évoque la vie immobilisée et peut-être même calme ou tranquille. Après, j'avais ajouté, Stirleben n'est pas toujours tranquille. Je donne 2 exemples. Et je cite de la traduction Maillot, quelques phrases Au cœur de ténèbres de Conrad, où lui il dit, c'est notre page 5, en gras. Quelle page? 5, le 5e, il y a toute une note de page. J'ai les pages, là, il faut que je les compte parce Ouais, que je vois passage en numéroté. Non, c'est 5e. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, c'est ça, le Stillleben. Mais pas toujours tranquille. Ah, c'est ça. Voir Joseph Conrad au cœur des ténèbres, citation. Il n'avait pas de joie dans l'éclat du soleil. Et cette immobilité de vie, Stirleben, ne ressemblait nullement à une paix. Pas une paix, à une paix. C'est comme l'euro et le... Une paix. Paix pacifique, c'est ça. Pacifique. Alors, Stirleben... C'est ça. C'est difficile à prononcer ça. C'est difficile. Stirleben. Ça nous donne une autre définition. Stirleben, c'était l'immobilité d'une force implacable, appesantie sur une intention inscrutable. Inscrutable. There was no joy in the brilliance of sunshine, and the stillness of life did not in the least resemble a peace. It was the stillness of an implacable force brooding over an inscrutable intention. C'est fort quand même. Hein? Oui, je pensais au citron, aux pommes. Inscrutable. The stillness of life. En sculpture, nature morte. C'était l'immobilité d'une force implacable, appesantie. Impossible à façonner alors. Sur une intention inscrutable. Et ça m'a fait penser aussi à une vidéo, Still Life de Sam Taylor Wood. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Ah oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo. C'est une vidéo. Mais il se décompose comment? Ouais. Il se décompose par la nourriture ou par le... C'est avec le temps, mais c'est accéléré, c'est 5 minutes. Il se détruit. J'ai dit, vois aussi la vidéo Still Life de Sam Taylor Wood, 2001, on peut voir sur YouTube, où l'on observe la beauté bien dérangeante d'un étalage ou une composition, étalage de fruits qui se décompose peu à peu avec un fatalisme inexorable et écrasant, voué à la disparition en tant que composition, en tant que telle. Parce qu'il y a la question du déchet dans cette affaire, évidemment. On récupère, ça dépend comment on voit la chose. Parce que je repense au monde romain, je crois que c'est Jean-Christophe Bailly
qui a écrit un livre entier sur la nature morte romaine, ou l'équivalent, mais c'est très compliqué, parce que je crois que ça s'appelait les choses sordides. Je crois que le mot sordide vient de là. Et donc, alors, c'est une décoration aussi romaine, c'est-à-dire qu'on a des mosaïques qui représentent quasiment des fins de repas, des objets épars, sur lesquels on marche, inévitablement. Donc il y a des représentations bien conservées, sur lesquelles donc Jean Cazot-Bailly a travaillé avec un regard très contemporain, on peut s'en douter, et avec évidemment malin plaisir à partir de ce qui est sordide pour les Romains. Donc la nature morte, je crois que c'est sordide pour les Romains. Mais là, je sais pas si... On va voir, parce qu'ils ont le genre aussi de la corbeille fleurie avec des oiseaux, ou la corbeille avec des fleurs. La nature morte telle qu'on l'a comprise au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, avec tous ces sujets, existe dans les mosaïques romaines, donc dans la peinture grecque, et le genre était déjà totalement établi dans sa codification, au moins réaliste, ou naturaliste déjà. D'après les mosaïques qui ont été retrouvées à Pompéi, on voit ça très bien. Mais ce qu'on ne savait pas, moi ce que je ne connaissais pas, cette histoire de sordide. Alors, en latin, je ne sais pas comment on dit ça, le sordide sur lequel on marche en plus, donc une sorte d'installation de mosaïque, mais inusable. Donc avec des restes, véritablement, sachant ce que le déchet a pu produire dans certaines histoires dadaïstes de la nature morte, peut-être, à devenir dadaïste de la nature morte, avec collage, etc. Et d'autant plus une méthode qu'on ne l'ait pas évoquée, mais est-ce que l'urinoir de Duchamp est une nature morte? Est-ce qu'elle appartient d'une manière limite voilà, parce que c'est quand même pas une figure, ça n'a pas été un cadavre qu'on nous a montré, ou un vagin explosé, ou un film sur le... comment dirais-je, au cœur des ténèbres, enfin quelque chose de cet ordre-là, c'est un objet industriel, mais quelque chose qui peut passer pour répugnant néanmoins, tout en étant glacial. Mais ça vaut aussi pour le porte-bouteille, qui en fin de compte peut évoquer aussi tout un rapport à la vie, mais enfin on sait ce que ça peut signifier. La mort est là, c'est des objets industriels, etc. Donc, et en même temps, c'est une sortie de la peinture, c'est-à-dire que là, on a zéro plastique, il le savait très bien, il quittait totalement la forme picturale, la sculpture, la peinture telle qu'on l'entendait encore avec le cubisme. Pourtant, on révolutionnait les formes, mais ça, c'est plus... Voilà. Non, on quitte le rétinien, on quitte l'invention plastique, on ne va pas inventer de forme, on prend un objet réel, et non, est-ce qu'il fait encore une nature morte, sachant qu'il rompt avec la peinture et la sculpture. Étant entendu quand même qu'on appelait ça la sculpture. C'est-à-dire qu'il lui-même s'est scandalisé, enfin il a été un peu surpris de se voir dans un catalogue, je ne sais plus lequel, d'un salon, où dans l'histoire de la sculpture moderne, d'un seul coup il a vu son urinoir. Il dit mais c'était pas une sculpture. Effectivement, c'est pas censé être une sculpture. Mais on sait que des gens comme Lavier ou d'autres, des artistes contemporains, considèrent que socle ou pas socle, à tout moment il y a un objet, il y a déjà une sculpture. Or pour un amateur de forme, non, un objet n'est pas une sculpture. Il faut le montrer, il faut montrer des plans, des choses qui s'ouvrent à l'espace. Et surtout, c'est pas vu comme ça par Duchamp. Duchamp a fait une anti-sculpture comme il a fait une anti-peinture. Ça ne doit pas offrir le moindre plaisir rétinien. Donc le moindre plaisir visuel est banni. C'est ça qu'il a voulu faire. Le moindre plaisir visuel, et pourtant, il s'est servi d'un objet. Il aurait pu servir d'une paire de chaussures, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait par la suite. On peut se servir de la publicité, qui est aussi une sorte de plastique morte pour un peintre. C'est archi-codifié, il y a très peu de choses à voir, on peut badigeonner de couleurs, on sérigraphie, mais enfin, pour un Picasso, ça n'a aucune valeur, pour Bacon non plus. Picturalement, c'est très neutre en effet. Même si on met des couleurs vives, ça ne change pas grand-chose, parce qu'il y a une photo derrière, donc une vision codifiée de la représentation. Et par contre, il y a peut-être un devenir nature morte au sens de l'allégorie, des vanités, de la représentation reprenant dessus, parce que pour moi, l'histoire de l'art, c'est plus une histoire d'opposition entre le concept et la plastique pure, donc entre la représentation et la plastique pure. Et ça, c'est ma vision hyper formaliste de la peinture. Et du coup, avec l'approche littéraire d'ailleurs, on retrouve des Rilke, Rilke est une approche totalement littéraire, mais aussi les surréalistes et Duchamp, il y a une sorte de restauration du sujet. On évacue la question de la peinture formelle, au sens où on entendait les impressionnistes, les cubistes, les fauvistes, et d'un seul coup, on a à nouveau la question peut-être de la nature morte. Le combat s'est fait aussi à ce niveau-là. C'est la nature morte qui fait installation quand même. Mais la nature morte coupée de ses attaches de disposition, de composition, justement de composition qui va ne pas être un tableau vivant, d'une chorégraphie, bien que le tableau vivant participe et de la chorégraphie utopiste de Fourier et de la mise en scène alors contemporaine et du tableau vivant, mais on sait bien que le tableau vivant n'est pas une peinture. Même si la peinture peut dériver d'un tableau vivant, enfin, c'est le contraire même. Et les Ménines le montrent bien, c'est un faux tableau vivant, c'est un faux tableau vivant, même si l'illusion est toujours là. Donc moi j'étends le sujet, c'est-à-dire tout ce qui est objectivable pour un peintre, c'est la nature morte peut-être, c'est-à-dire un portrait est une nature morte, etc. Mais comme genre académique, on savait que c'était plus déprécié.
c'est le 3e ou 4e genre hein, dans la hiérarchie académique des genres supérieurs et inférieurs. Donc on avait le genre historique et mythologique, la peinture d'histoire, on avait donc tout ce qu'on pouvait donner à voir d'une certaine manière. Il est évident qu'une composition à plusieurs personnages, ça va plus loin qu'une composition avec un seul personnage. Les plus grands chefs-d'œuvre de la peinture, c'est vrai que c'est 5-10 personnages, 5-10 figures. Même Rembrandt, bon, ça va plus loin qu'un seul portrait. Hein, ça va quand même plus loin. Mais au moins dans la peinture, la Renaissance, et si on passe à un portrait, bon, on a un genre inférieur, mais plastiquement c'est effectivement inférieur, mais pour d'autres raisons. Et puis la nature morte, c'est pas inférieur, mais la forme est moins complexe qu'une tête. Je préfère quand même les têtes de Cézanne, moi. Je préfère la tête de Cézanne. La femme à la cafetière, là, qui est conservée au musée d'Orsay, je crois aussi. Bon, la cafetière est magnifique, mais enfin la tête, l'ensemble, Madame Cézanne, ça va quand même plus loin que le... Tant plus qu'il n'y a plus de différenciation au niveau du